Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Notre pays, à l'instar de la communauté internationale, a célébré ce jour 1er mai 2014 la fête du travail marquant l'anniversaire des événements douloureux de Chicago aux États-Unis. À cette occasion, plusieurs centrales syndicales ont organisé des défilés tant à l'intérieur du pays que dans la capitale Niamey. Nous y reviendrons dans quelques instants, juste le temps de rappeler que les scolaires de la ville de Niamey ont organisé ces derniers jours des manifestations de rue. Celles-ci, au-delà des revendications pour lesquelles elles ont été organisées, ont donné lieu à la mise en sac de patrimoine et de biens publics et privés. Ce qui a suscité ce commentaire de Moussa Ahmed. Oui, des jeunes gens armés de bâtons, des pneus, des voitures et autres infrastructures brûlées, des nuages de fumée qui se lèvent de tous les coins de la ville, des insultes et injures de tout genre, des propos à la limite de l'indécence, des forces de l'ordre outrageusement prises à partie. C'est le spectacle auquel il nous a été donné d'assister suite à ces manifestations, vous l'avez dit, de rue, qui ont perturbé la tranquillité de notre capitale ces derniers jours. Spectacle à tout le moins désolant et, disons-le d'emblée, absolument condamnable pour les fâcheuses conséquences induites qui ne sont nullement acceptables dans un état de droit. Le droit, voilà l'alibi derrière lequel certains se sont donné la liberté, qui ne dit pas elle son nom, d'endommager nos belles routes bitumées construites à grands frais pour saccager des biens publics, pour casser des édifices publics, pour traumatiser une population qui ne demande qu'à vaquer à ses occupations quotidiennes en toute quiétude. Quel est alors ce droit qui ne donne pas de limite, pourtant admise, parce que désormais reconnu par l'adage qui dit que notre liberté, votre liberté s'arrête où commence celle des autres. Quel est ce droit qui foule allègrement aux pieds les règles élémentaires, de civisme, de civilité, d'éducation, pour tout dire que nos maîtres d'école, nos parents à la maison, nos responsables au travail, dans le bureau, chaque jour que Dieu fait, s'évertue à nous inculquer avec toutes leurs valeurs morales, spirituelles, toutes les normes de vie en société, en communauté qu'elles supposent. Oui, quel est ce droit? Ce n'est pas en tout cas celui-là qu'on qualifie de légitime, que nous concède notre loi fondamentale, c'est-à-dire notre constitution. Ce n'est pas non plus celui-là qui nous autorise à revendiquer, à exiger, à réclamer ce auquel nous avons droit, mais pacifiquement. Ce n'est pas non plus celui-là qui nous autorise à revendiquer, à réclamer, à exiger avec humilité, tolérance et respect. Toutes qualités reconnues par ailleurs aux Nigériens. Des qualités qui doivent continuer à nous servir de boussole, de guide du comportement aujourd'hui plus qu'hier, pour ne pas hypothéquer notre avenir, l'avenir de notre pays qui se construit au prix de 1000 efforts dans la dignité, l'honneur et le sacrifice. Toutes choses qui nous appellent à œuvrer dans le sens de la consolidation des acquis pour paisiblement booster notre pays au firmament de la réussite, de l'émergence et du développement. Cela, vous conviendrez avec moi, ne saurait se faire dans l'occupation quotidienne de la rue, en battant le pavé, en méprisant la chose publique, en défiant pour un oui, pour un non, l'autorité et les institutions de la République. Souvent, à l'appel de certaines sirènes de la division, de la haine et de la discorde. C'est à ces individus de mauvais augure, imbus par des intérêts machiavéliques et diaboliques, que nous devons dire à bas. À bas et encore à bas pour toujours. Cela doit, à mon sens, être le credo de nos frères, de nos sœurs, de nos enfants, qui doivent, en lieu et place de la rue, retrouver le réconfort et le refuge dans leurs écoles, leurs classes, pour se forger l'esprit, le modèle et le comportement de futurs responsables et dirigeants qu'ils aspirent devenir pour ce pays qui se construit maintenant. Alors, moralité, ne démolissons pas aujourd'hui ce que nous allons tôt ou tard reconstruire demain. C'est une question de bon sens simplement. Le refuser peut amener l'État pour sa part à exercer la plénitude de son rôle et de ses devoirs. Cela d'autant plus que très souvent l'école est l'objet de malveillantes manipulations. C'est le cas aujourd'hui d'une ONG de la place qui se sert, ça a descendu malencontreusement, de cette institution publique pour se faire valoir.
Merci Moussa pour cet édito. Parlant justement de cette ONG, la radio-télévision Ténir a diffusé dans son édition d'information en date du 28 avril 2014 un reportage sur des élèves du village de Dadaga, commune rurale de Simiri, département de Walam, qui consommeraient de l'argile pour calmer leur faim. En lieu et place de la nourriture, le gouverneur de la région de Tillabéri s'est rendu ce matin au niveau de ce village pour rencontrer les populations et vérifier les faits. Après de longues explications, des démentis formels sont venus du chef du village, du directeur de l'école, de l'inspecteur de l'enseignement de base et du chef du canton de Simiri. Les enseignants étaient réunis en capette. Arrivé quand on m'a fait comprendre que le coordonnateur de vie a passé pour aller à Dadaga. Comme j'ai son numéro, je l'ai appelé, j'ai dit, monsieur le coordonnateur, vous êtes à Dadaga? Il m'a dit oui, oui. Il me dit, ah, eux, ils sont des bagarreurs en langue. En germain, il dit, il s'appelle Ali Vikandenbera. Parce qu'il y a eu un premier cas à Kouateji où nous sommes transportés, il y a eu un démenti. Donc il dit qu'encore ils sont là pour la bagarre. Donc il m'a retrouvé là-bas, ils m'ont posé des questions par rapport à ce qui se fait dans la classe. J'ai dit vraiment, après un concours de lecture, ce que j'ai vu est appréciable. Donc, acheter la bagarre, c'est quoi? C'est de pouvoir filmer des gens qui consomment du banco. Et c'est trop choquant parce que moi, je suis du milieu et je suis quelqu'un qui aime l'enseignement, l'éducation. Je veux la promotion, mais on ne peut pas concevoir que des gens consomment du banco. Ça, c'est inadmissible. Je vais vous montrer, parce que je viens chaque fois à Dadaga. Il y a des femmes qui pilent le mil régulier. Il y a des greniers qui sont remplis. Même s'il y a des difficultés, on ne peut pas imaginer manger du banco. Wallahi darende note. Wallahi dama iyo ni bon trouvé iyo mil de kan hala igo ban no wizay wallahi o man famanda matakan ni harkata da wallahi sarni gote ay darende no. Quant au gouverneur de la région, il a tout simplement déploré ce montage savamment orchestré pour nuire à la crédibilité de toute une région. Le responsable de l'ONG Vikandenbere a insinué que les élèves, pour venir à l'école, mangeraient de l'argile. À son temps, nous étions venus sur le site avec le maire de la commune rurale, le préfet de Walam, le président du conseil de Tillabéri pour nous enquérir de la situation. Il s'est avéré que c'est archi faux. Personne, j'insiste, personne ne mange de l'argile. Alors, il a récidivé il y a 2 jours en venant au niveau de Dadaga où il a une classe passerelle, disons 2 classes passerelles. Avant d'arriver à Dadaga, il a appelé l'inspecteur pour lui dire qu'il est un bagarreur. Il va aller récidiver. Récidiver quoi? De toute façon, il le dira. Il est venu, il a pris les élèves au moment de la récréation pour les amener ici sur ce puits. Un puits qui a été réalisé par une ONG islamique pour le village de Dadaga. Le puits est situé à quelques 400-500 mètres de l'école. Il les a amenés pour les faire consommer de l'argile pour prouver que les gens continuent à manger de l'argile. Même les ânes ne mangent pas de l'argile. Personne ne mange de l'argile. Donc c'est pour ça que nous sommes venus, pour nous entretenir avec les populations qui l'ont démenti formellement. Et d'abord, si les gens devraient manger cet argile, ce serait fini depuis longtemps. Parce que ça fait quoi? 4-5 mois, je crois que ce puits est foré. L'argile est là. Les élèves n'ont jamais mis pied ici, n'eût été l'arrivée du responsable de l'ONG Vikandenbera qui a tout monté pour montrer à la face du monde qu'au Niger, les gens mangent de l'argile. Il ne peut pas saper les importantes actions de développement qui sont en train de s'organiser. Il ne pourra pas le faire. Et d'ailleurs, nous avons décidé d'arrêter toutes ces classes passerelles. Les élèves vont être transférés dans les écoles traditionnelles de la région de Walam. Nous allons demander au ministère en charge des ONG de revoir le cas de l'ONG Vikandenbere qui outrepasse ses objectifs, les objectifs pour lesquels l'État lui a donné l'autorisation d'exercer. Nous ne pouvons plus le tolérer pour que des gens qui roulent je ne sais pour qui salissent le nom du pays. Nous ne le tolérerons pas, ni à Vikandenbere, ni à personne.
Alors, j'insiste, personne ne mange de l'argile à Dadaga. C'est un montage fait par Ali, responsable de l'ONG Vikandine Béré. Pour quel dessein, je ne sais pas, mais il doit le dire, peut-être devant les juridictions, parce que je ne laisserai pas. Je vais demander à la justice compétente de se saisir de cette affaire pour qu'on voit les dessous. Et d'ailleurs, si jamais ces enfants qu'il a obligés à manger l'argile ont quelques ennuis de santé, il en sera l'unique responsable. Suite aux propos relatifs à une crise alimentaire qui sévit dans le département de Oualam, précisément dans la commune de Simiri, faisant état d'une grave crise alimentaire, au point où des populations se servent de l'argile pour se nourrir, le Premier ministre chef du gouvernement Brigitte Raffini a instruit une équipe technique composée des experts en la matière pour aller s'inquiéter de la situation dans le département. Nos reporters Joari Isiaka et Akoti Waglasen y étaient également. Vous n'êtes pas sans le savoir que certains médias, notamment audiovisuels et presse écrite de la place, ont fait cas dans leur mode de diffusion des écoliers par manque de substances nutritives s'en servaient de l'argile pour se nourrir dans un hameau de Simiri, c'est dans le département de Oualam. Ces informations relatées ça et là et à même de créer une psychose sociale. C'est pourquoi les autorités de la 7e République, en premier lieu le Premier ministre, a dépêché une équipe pour faire la lumière sur cette situation. Elle est composée de la coordinatrice du système d'alerte précoce et prévention de catastrophes, du coordonnateur de la cellule des crises alimentaires et gestion des crises, des autorités administratives et coutumières du département de Oualam, pour ne citer que cela. Ces experts se sont entretenus avec les populations de Dadaga. Des questions relatives à la situation alimentaire des populations ont été posées. Ce banco dont on parle a fait plus d'1 an ici. D'argile. Donc plus d'1 an ici parce que ça s'est sorti d'un puits. Et normalement, c'est un montage, c'est tout. Je pense que c'est un montage. Parce que les gens, si les gens bouffaient le banco, nous n'allons pas le trouver aujourd'hui. Les gens allaient huer là-dessus et l'amener dans leur maison pour manger. Donc ça, c'est un faux problème. Et je sais que la saison n'a pas été bonne. Pas pour des dégâts seulement, pour presque 80% de mes villages sont déficitaires. Mais les gens se débrouillent tant bien que mal. Parce qu'en cas de calamité, on sait que les gens mangent les feuilles des balanites, les gens prennent les fruits des hanzas, les gens creusent les termitières, mais jusqu'à aujourd'hui, moi, je n'ai pas vu ça. Ici, par exemple, déjà, la vente à prix modéré a déjà commencé et nous avons en vue les distributions gratuites de vivres. Beaucoup de partenaires également sont en train de se positionner pour appuyer ces populations. Donc, elles ne doutent point de la capacité des autorités à les accompagner à faire face à la situation. Mais ce partenaire, qui est donc, pour ne pas le citer, l'ONG Vikandine Béré, à travers son premier responsable, a pensé qu'elle pouvait entraîner les Nigériens dans une sorte de polémique inutile qui discrédite et notre pays et je pense lui-même qui est engagé dans cette logique. Parce que malheureusement, l'acteur a mal choisi son approche. Parce qu'il aurait pensé à des situations un peu plus sensées pour faire passer un peu son message. Le directeur de cette école s'est dit surpris de se voir dans cette situation. Ils ont profité de l'occasion, ils ont filmé dans le village et sans que je sache ce qu'ils ont filmé. Et j'étais dans ma classe, on m'a filmé maintenant, devant mes élèves, on m'a posé la question, j'ai répondu. Et ils ont fait leur montage maintenant. Et j'étais surpris quand j'ai vu l'image et des enfants qui mangeaient de l'argile, on disait que c'est encore devant moi. Parce que moi, je n'ai jamais vu ici dans l'école, jamais vu un enfant qui va venir avec de l'argile pour dire qu'il est en train de manger à cause de la famine. Cet entretien avec les populations va permettre aux experts de faire la situation alimentaire, d'évaluer l'insécurité alimentaire et d'inventorier les mesures d'atténuation dans la région en vue d'un rapport donnant la situation détaillée. Je vous donne lecture de ce communiqué de presse du bureau du Conseil supérieur de la communication, conformément à la mission du CSC de veiller au respect de la déontologie en matière d'information et de communication.
Le bureau du Conseil supérieur de la communication a décidé d'enclencher la procédure de saisine d'office du CSC suite à la diffusion d'un reportage par la télévision privée Ténéré le 28 avril dernier dans lequel des élèves de l'école passerelle de Dadaga mangeraient de l'argile faute de nourriture. Le bureau du CSC saisit cette opportunité pour rappeler à tous les journalistes leur devoir, conformément au point 2 de la charte des journalistes professionnels du Niger, de s'assurer de la véracité des faits qu'ils doivent rapporter sans altération. Signé Abdraman Ousmane, président du CSC. La ministre des Enseignements secondaires, Mme Betty Aïchatou Oumani, a présidé hier à Maradi les cérémonies consacrant les meilleurs élèves des établissements de la ville, une fête organisée par le Conseil de ville afin de récompenser l'excellence et le mérite. Au total, 61 prix ont été attribués à Adin Al-Galas et Sanoussi Garba. La cérémonie consacrant la fin de la semaine de l'enfant scolarisé a été marquée par l'attribution de 61 prix aux meilleurs élèves des établissements de la ville de Maradi qui se sont illustrés par de bons résultats à l'issue des évaluations de fin d'année. Les 61 prix sont répartis en 58 cadeaux simples et 3 prix d'excellence. 58 prix, 31 ont été attribués aux élèves filles, dont 12 au primaire, 3 handicapés, une sourde et 2 non-voyantes, 10 filles du second degré premier cycle et 6 du secondaire second cycle. Pour les 27 prix garçons, 13 sont au primaire, 5 du premier cycle secondaire, 6 au secondaire second cycle et 3 élèves handicapés, dont un non-voyant et 2 sourds-muets. Les prix d'excellence professeur Andi Kodankolodo et professeur Sadou Maman, recteur de l'université de Maradi, ont été pour les meilleurs scientifiques et un prix colonel Yacouba Ibrahim, offert par la première dame Issoufou Malika, a été pour le meilleur littéraire. Ces prix sont constitués d'ordinateurs portables. La fête ainsi organisée une semaine durant à travers la ville de Maradi, la deuxième du genre initiée par le Conseil des villes, vise à créer et à renforcer les conditions du maintien des enfants scolarisés, notamment les jeunes filles à l'école. Il s'agit aussi d'enrayer les fléaux que constituent la déperdition scolaire et l'abandon. À travers cette manifestation, le Conseil des villes de Maradi entend également valoriser et donner toute son importance à l'éducation. L'initiative illustre à juste titre les engagements des autorités de la 7e République pour le secteur de l'éducation. Aussi a-t-elle mérité encouragement et soutien. L'école socle d'égalité sociale et de développement n'est pas fortuit. Il traduit en effet la conviction du Conseil des villes de Maradi que nos priorités et nos décisions d'aujourd'hui sur la problématique de l'éducation détermineront toujours le rôle que notre pays jouera et la place que notre pays occupera dans la lutte pour l'atteinte des indicateurs honorables de développement humain que se livrent les nations modernes. C'est pourquoi je profite de cette tribune pour saluer tous les efforts de l'État dans le cadre de la construction et de l'équipement des salles de classe. Je saisis donc cette occasion pour réitérer l'engagement du Conseil de ville de Maradi à s'approprier cette vision du programme de renaissance. Dans ce sens, il est important de rappeler que le Conseil de ville de Maradi a été très actif dans le secteur de l'éducation au cours de ces 3 dernières années et entend maintenir le cap pour justement faire de l'école le socle d'égalité sociale et de développement. Il faut que cette tribune, Madame la ministre, de réaffirme et confirme l'engagement du Conseil régional à adhérer et à accompagner cette politique dans la promotion de l'éducation. La population de la région de Maradi, par notre voix, remercie une fois de plus son Excellence et l'agissement de la chef de l'État. Si toutes les villes et communes de notre pays agissent conséquemment en faveur de la scolarité de nos filles et de nos fils, je demeure convaincu que les indicateurs de l'éducation seront sans doute améliorés. J'encourage donc le Conseil de ville de Maradi à continuer à entreprendre toutes les initiatives dans le cadre de la mise en œuvre des axes prioritaires du programme de la Renaissance en général et en particulier le souci de répondre et de satisfaire les aspirations profondes de nos populations. Les importantes actions initiées par le Conseil de ville de Maradi
cadre parfaitement avec la vision des autorités de la 7e République, au premier rang desquels son Excellence El Hadji Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État. À son investiture, déjà et à l'ouverture du mémorable Forum national sur l'éducation, il déclarait l'éducation comme un droit inaliénable pour tout enfant nigérien. Ceci s'est traduit dans les innombrables réalisations en faveur de l'école nigérienne dont les exemples font légion. Les parents d'élèves n'ont pas trouvé mieux pour stimuler leurs enfants, en plus bien entendu de tous les efforts que consent le gouvernement pour une meilleure éducation de nos enfants. C'est pourquoi ils ont remercié de vive voix le gouvernement de la 7e République, la ville et les opérateurs économiques de Maradi pour l'apport inestimable investi dans le secteur au Niger en général et à Maradi en particulier. La fête a été belle avec les prestations des tout-petits qui ont égayé plus d'un participant. Le gouverneur de la région de Dosso s'est rendu hier au lycée Saraounia Mangou. Seydou Ali Zatao est allé s'assurer des conditions d'études des élèves suite à leur mouvement revendicatif depuis une semaine. Compte rendu Habib Garba et Salamatou Adam. Le lycée Saraounia Mangou de Dosso, premier lycée public de la région, créé en 1980 avec une capacité de 23 classes et d'un laboratoire, a reçu la visite du gouverneur Seydou Zatao Ali. En effet, cette visite vient en réponse à une longue série de mouvements de grève observés par ces élèves pour des raisons se résumant par l'insuffisance des tables bancs, la rupture de l'électricité dans les classes et le manque d'entretien, mettant ces élèves dans des conditions difficiles. Et tout cela s'explique par la visite des infrastructures, car celle-ci date de 34 ans. Constatant ces faits, le gouverneur s'est entretenu avec ses élèves dans le sens de leur trouver des solutions permettant d'améliorer leurs conditions de travail. Après cette visite, il précise les solutions envisagées pour les différents points de la revendication. Nous avons constaté ces derniers temps, au niveau particulièrement du lycée Mangou, qu'il y a un débrayage qui se fait par les étudiants. Alors nous avons voulu savoir de quoi il s'agit exactement. Et il s'est trouvé qu'ils avaient une plateforme revendicative qu'ils ont déposée concernant 3 points, à savoir un cassis au niveau de l'école qu'ils souhaiteraient qu'on construise, et puis l'électrification de leur classe. Et ensuite, il y a un 3e point, ils ont parlé des tables bancs. Suite à cela, nous avons fait le déplacement ce matin pour aller au lycée Mangou et rencontrer les élèves. Effectivement, nous avons visité les classes nous-mêmes. Nous avons constaté que les classes ne sont pas électrifiées. Or, nous sommes dit que ce n'est pas une situation normale. Les classes doivent être vraiment électrifiées. L'électrification a été faite lors de la construction des bâtiments. Et comme c'est des bâtiments qui datent des années 80, il n'y a pas eu de suivi, il n'y a pas eu d'entretien, donc tout est délabré. Alors il va falloir reprendre maintenant l'électrification. Donc étant sur le terrain nous-mêmes, nous avons constaté qu'il n'y a pas que l'électrification. Même les faux plafonds sont en train de s'effondrer. Et il faut le reprendre. La peinture, d'une manière générale, l'étanchéité, rien ne va dans ces classes-là. Donc nous avons rencontré les élèves en leur disant de se patienter et d'aller vers la fin de l'année. Nous allons nous approcher auprès du ministère concerné pour voir dans quelle mesure on va reprendre totalement les faux plafonds, l'électricité et puis la peinture de tous les bâtiments de cette école-là qui date des années 80. Ce qui concerne le cassis, nous avons dit que ça concerne le ministère de l'équipement qui va juger si nécessaire, parce que c'est sur la R1 Est, comme vous le savez, et le ministère va juger la nécessité de faire cassis ou pas. Concernant les tables bancs, ça, un début de solution a été trouvé parce que le ministère a commandé des tables bancs qui sont actuellement en construction. En plus de cela, la municipalité même, à travers la mairie, donc, a confectionné des tables bancs qu'ils ont eu à distribuer dans les établissements, dont notamment le lycée Saraounia et Mangou. Ces élèves ont vivement salué cette visite du gouverneur, qui atteste combien les autorités de la 7e République se soucient des problèmes de l'école nigérienne.
Parlons à présent de la célébration ce jour 1er mai 2014 de la fête du travail. À cette occasion, le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale, Salisu Ada, a reçu ce matin les doléances des structures syndicales nigériennes. Il a par ailleurs décoré au nom du président de la République, chef de l'État, 12 fonctionnaires de l'État pour leur dévouement au travail. D'autres précisions avec Moudan Chirou, Ouma Jamila et Isaac Issa. Au cours de cette cérémonie qui s'inscrit dans le cadre de la célébration du 1er mai, 4 structures syndicales ont soumis leur cahier de doléances au ministre de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale, Salisu Ada. Il s'agit de l'Intersyndicale des travailleurs du Niger, ITN, de l'Union des centrales libres et démocratiques du Niger, de la Confédération générale des travailleurs du Niger, CGT, et de l'Union démocratique des travailleurs du Niger, UDTN. Les doléances soumises sont entre autres relatives au respect des protocoles d'accord entre leurs structures et l'État, à l'indemnité spéciale de départ à la retraite, l'ordonnance concernant le droit à la grève, le recrutement des contractuels à la fonction publique et l'accélération du processus électoral professionnel. En réponse, le ministre a rassuré de la disponibilité du gouvernement à traiter ces doléances avec sérénité. Cette présence massive des membres du gouvernement, au-delà de la solidarité gouvernementale, traduit l'engagement et la volonté du président de la République et du gouvernement de manière générale à faire du dialogue social leur credo. Lequel dialogue social a retrouvé toute sa lettre de noblesse sous la haute impulsion de son Excellence Alain Issou Mamadou, président de la République, et l'accompagnement du Premier ministre du gouvernement à travers toutes les actions qui sont menées chaque jour au niveau des différents ministères sectoriels. Nous avons bien reçu vos doléances, des doléances qui se recoupent et dont les différents points, pour la plupart en tout cas, ont déjà commencé à avoir des solutions. Je voudrais vous rassurer de la ferme volonté et de la ferme disponibilité de notre gouvernement à traiter ces différents points de doléances avec la célérité et la diligence requise. Le ministre a également décoré 12 fonctionnaires de l'État pour leur dévouement au travail à l'occasion de la fête du 1er mai. On note 3 médailles de bronze, 3 d'argent, 3 en or et 3 grandes médailles d'or. À l'instar des autres centrales syndicales, l'USTN et l'UGTN ont organisé ce jour un important défilé qui a regroupé plus de 43 syndicats. Le résumé avec James Didier et Baroukoba. Première centrale syndicale du Niger créée le 25 septembre 1965 sous le nom de l'UNTN, l'Union nationale des travailleurs du Niger, pour être dénommée en 1975 l'USTN, l'Union des syndicats des travailleurs du Niger. Cette centrale syndicale commémore conjointement avec l'UGTN ce jour 1er mai 2014 le 127e anniversaire du triste événement de Chicago, au cours duquel de nombreux travailleurs sont courageusement tombés sous le bal du capitalisme en revendiquant les meilleures conditions de vie et de travail. Occasion donc pour ces deux centrales syndicales, l'USTN et l'UGTN, au cours de ces défilés traditionnels, de présenter et de mobiliser les 43 syndicats affiliés de tous les secteurs confondus, publics, privés et parapublics. Outre ce défilé, cette fête du 1er mai est une occasion pour les centrales syndicales de prononcer des discours à l'endroit de la masse laborieuse, mais aussi occasion pour les représentants des syndicats de présenter des cahiers de doléances à l'endroit des autorités. Nos deux organisations, à savoir l'USTN et l'UGTN, ont toujours cru à l'unité d'action syndicale à travers la création de plusieurs cadres, dont l'intersyndicale des travailleurs du Niger, ITER, parce qu'elles sont convaincues que la coalition des forces est le seul gage de succès de lutte syndicale présente et future pour l'amélioration constante du bien-être des travailleurs. Cependant, cette dynamique ne doit nous faire perdre de vue l'organisation prochaine des élections professionnelles, processus qui permettra de déterminer la représentativité des syndicats.
l'USTN et l'UGTN demeurent convaincus que la lutte est loin d'être gagnée, notamment en ce qui concerne l'application intégrale des protocoles d'accord ITN-gouvernement de 7 février et 2 novembre 2012 et le respect des accords conclus signés avec les organisations syndicales. L'adoption du statut des auxiliaires de la fonction publique. La mise en œuvre effective de la politique nationale de la protection sociale. Au-delà de la préoccupation au plan national, les centrales syndicales s'intéressent également à la situation sociopolitique et économique qui sévit sur le continent et le reste du monde, marqué aujourd'hui par des crises, des récessions économiques et le terrorisme. La décoration de 8 agents de l'administration du bureau de l'USTN a sanctionné la fin de ce défilé édition 2014. À l'occasion toujours de la commémoration du 1er mai, fête des travailleurs, la Confédération démocratique des travailleurs du Niger de tradition a organisé un gigantesque défilé de son siège à la devanture du stade général Séni Kountché. Voici le compte rendu de Seyni Soumaïla Ibrahim et Issoufou Samela. 45 organisations syndicales ont battu le pavé 3 heures durant sous la bannière de la Confédération démocratique des travailleurs du Niger à l'occasion du traditionnel défilé de la fête du travail. De la grande mosquée en passant par le rond-point Laco, on pouvait lire sous des banderoles géantes des revendications de plusieurs ordres se résumant en faveur de meilleures conditions de vie et de travail pour les travailleurs. Mieux, au point de chute de ce défilé au stade Kountché, un regard rétrospectif était jeté sur la situation sociopolitique nationale. La situation politique actuelle se caractérise par des guerres intestines au sein de certains partis politiques depuis la formation du dernier gouvernement. Ces querelles stériles ont fini par s'introduire au sein de l'Assemblée nationale. La CDTN invite tous les acteurs politiques à régler leurs divergences à travers les différents cadres de dialogue politique existants. Ils doivent éviter les propos ou actes de nature à porter atteinte à l'unité nationale et au fonctionnement régulier des institutions de la République. La CDTN estime qu'aujourd'hui, comme demain, le combat qui vaille est celui de la lutte pour le bien-être des populations nigériennes. Par ailleurs, comme l'ensemble du peuple nigérien, nous attendons avec beaucoup d'impatience que la lumière soit faite sur les dossiers brûlants qui concernent l'impunité, la corruption, l'enrichissement illicite, les détournements de deniers publics, etc. La situation sociopolitique internationale n'a pas été occultée également. Mais c'est surtout l'analyse somme toute objective des conditions de travail des fonctionnaires qui a constitué la quintessence de ce discours. Elle fait cas d'avancées notoires, même si beaucoup reste à faire. Et immanquablement, la question des élections syndicales est abordée. La CDTN trouve dérisoire le taux de 5% de suffrage retenu pour la représentativité car ne permettant pas une décantation du mouvement syndical. Enfin, par rapport au cadre unitaire d'action qui est l'ITN, la CDTN entend y poursuivre ses actions en son sein afin de le crédibiliser davantage. Avec 43 syndicats affiliés et son 2000 militants, la Confédération nigérienne du travail CNT a également organisé un défilé de son ancien siège du quartier Terminus à la place de la concertation. Gérard Ablaziz et Bachir. C'est à partir de son ancien siège du quartier Terminus que le défilé de la Confédération nigérienne du travail CNT a démarré. Et comme à l'accoutumée, c'est la fanfare qui a rythmé les pas de marche des militants de la CNT. La CNT compte 8 fédérations. Il s'agit de la Fédération des employés avec 11 syndicats, celle des transports avec 10 syndicats, la Fédération textile habillement avec 2 syndicats, celle des mines, industries, chimie, eau, énergie avec 3 syndicats, la Fédération de l'enseignement avec 5 syndicats, celle des services publics avec 5 syndicats aussi, la Fédération bois et construction avec un seul syndicat, et enfin celle de l'agriculture et de l'alimentation avec 6 syndicats. Au total, la CNT a 43 syndicats affiliés avec 62 000 militants. Les manifestants ont parcouru l'itinéraire rond-point Grand Hôtel, rond-point Petit Marché, Carrefour Trésor, rond-point Mauré pour finir
à la place de la concertation et écouter avec les invités l'allocution du secrétaire général de la centrale syndicale. L'intéressé a évoqué la situation sociopolitique et économique du Niger, mais aussi et surtout les actions réalisées par la CNT. La CNT est la première centrale syndicale à construire son propre siège, fruit d'un partenariat fécond avec ses partenaires. Cette fois est inédit dans l'histoire du mouvement syndical nigérien. Aussi, toutes les régions sont dotées de sièges équipés, de même que plusieurs départements. La CNT s'est dotée d'un centre de formation et d'un institut d'éducation ouvrière. La CNT et ses partenaires ont mené des actions salvatrices pour l'amélioration des conditions de vie des populations nigériennes. C'est ainsi qu'ensemble, ils ont procédé à la remise d'un appareil d'échographie d'une valeur de 25 millions au centre de santé et de reproduction et l'électrification du CES de Soudouré, la dotation en fourniture scolaire de plusieurs écoles et bientôt la dotation en table-banc des écoles de la périphérie de Niamey. La CNT a accueilli, courant cette année, 5 nouveaux syndicats qui sont affiliés à la CNT à cause de sa crédibilité. La CNT est actuellement représentée dans toutes les structures tripartites du dialogue social. Au plan international, la CNT déplore la guerre fratricide en Centrafrique, souhaite une solution pacifique et durable en Syrie et invite tous les gouvernements réticents à ratifier et appliquer correctement les 8 conventions fondamentales de l'OIT, mais aussi la ratification des conventions prioritaires 144, 183 et 189. Au terme de son adresse, Mohamed Sako a invité l'État, les employeurs et les travailleurs à s'y consacrer. Et l'Union syndicale progressiste des travailleurs USPT a aussi défilé ce 1er mai de la commune 3 au siège de la dite centrale à Niamey. Une occasion pour le secrétaire général Cheb Tankari d'évoquer l'importance pour les différentes centrales syndicales à s'unir pour mieux défendre les intérêts des travailleurs. Compte rendu Guy Matutia et Askou Jibrila. Ce 1er mai marquant l'anniversaire de la fête du travail a été commémoré par un défilé des syndicats affiliés à l'Union syndicale progressiste des travailleurs, USPT. Un anniversaire célébré à travers le monde qui est né de la volonté inégalée des travailleurs de lutter pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Des poèmes et séances de judo ont émerveillé le public. Le secrétaire général de l'Union syndicale progressiste des travailleurs, Chaibou Tankari, a à cette occasion souligné l'importance pour le mouvement syndical nigérien de s'unir pour mieux défendre les intérêts des travailleurs. Les travailleurs ont certainement applaudi les retombées du protocole d'accord du 7 février 2012. Les travailleurs attendent aujourd'hui de l'ITN beaucoup plus de détermination pour, dans le cadre d'un partenariat dynamique, répondre aux attentes permanentes des travailleurs pour accompagner en toute indépendance une démocratie dont la restauration a été l'une des raisons de la création de l'ITN, mais une démocratie salvatrice. L'USPT exige du gouvernement le respect de ses engagements vis-à-vis de l'ITN, vis-à-vis de bien d'autres organisations syndicales, dont l'organisation des laissés pour compte de l'administration publique, à savoir la Fédération des syndicats nationaux d'auxiliaires de l'administration publique. Aussi, face aux multiples défis qui se posent aux travailleurs, tant du public que du privé, l'USPT exhorte-t-elle le mouvement syndical nigérien à plus d'unité et de cohésion par la création d'un cadre unitaire de lutte. L'USPT formule le vœu de voir ces négociations connaître une issue heureuse et attend par ailleurs de l'État du Niger la diversification de ses partenaires dans l'exploitation de ses richesses naturelles et une implication des Nigériens, y compris les travailleurs qui le désirent, dans la constitution du capital d'exploitation de ces richesses afin qu'émergent au Niger des sociétés nationales ou d'économie mixte. L'USPT salue la reprise par l'État du Niger de la société d'exploitation de l'or de Samira, salue l'avènement de l'exploitation d'une nouvelle cimenterie et la construction d'un chemin de fer. L'USPT souhaite que le Niger réalise une révolution énergétique, c'est-à-dire la mise en exploitation de toutes les ressources d'énergie dont dispose notre pays. Chaibou Tankari a par ailleurs dénoncé la vie chère au Niger, les soubresauts de la classe politique et la crise dans le secteur de l'éducation. Au plan international, il a rendu un hommage au grand homme d'État que fut Nelson Mandela et appelé les dirigeants africains à s'inspirer de ce dernier pour le rayonnement de l'Afrique. La Confédération générale des syndicats libres du Niger, CGSL, le Niger a également mis à profit la célébration de cette journée du 1er mai pour organiser un défilé qui a vu le passage de 30 syndicats affiliés à la CGSL.
Le tout couronné par un important discours prononcé par son secrétaire général Soumaïla Bagna, qui a réitéré l'engagement du secrétariat général à œuvrer davantage pour le bonheur des militantes et militants. La synthèse avec Salif Karba et Mariam Dakou. Agir ensemble pour un emploi décent au Niger, c'est à travers ce message clé que la Confédération générale des syndicats libres du Niger, CGSL Niger, a commémoré le 128e anniversaire des événements tragiques de Chicago de 1886. Ainsi, après le défilé des différentes structures syndicales affiliées à la CGSL, le secrétaire général de la dite confédération, tout en saluant la mémoire de ces martyrs disparus dans le cadre de la défense des droits syndicaux, a fait une genèse de la situation socio-politique et sécuritaire tant au niveau national qu'international. Soumaïla Bagna de revenir sur les avancées enregistrées sur le plan syndical et les grands défis du moment. Sur le plan syndical, nous avions enregistré quelques acquis qu'il faut saluer, tels que l'augmentation des salaires, des indemnités de logement et de transport pour les travailleurs relativement au protocole d'accord ITN-gouvernement de février 2012. Il est regrettable de constater que certains engagements restent en souffrance. Pire, les plateformes revendicatives de l'ITN des années 2012 et 2013 n'ont fait l'objet d'aucune négociation malgré la bonne foi de l'ITN et sa disponibilité au dialogue franc et sincère. Un comportement que certains militants ont tendance à interpréter comme de la complaisance en faveur du pouvoir. À cet effet, nous voulons rassurer l'ensemble de nos militants de notre ferme détermination à recourir si possible aux anciennes formes de lutte que vous connaissiez déjà afin de créer toutes les conditions pour faire aboutir les accords signés dans les protocoles antérieurs et contraindre le gouvernement à ouvrir dans les meilleurs délais les négociations autour de nos revendications 2014 qui seront remises après la présente cérémonie. Le secrétaire général de la CGSL d'attirer ensuite l'attention de ses militantes et militants sur la question des élections professionnelles. Le 1er mai 2013, nous vous avions parlé des élections professionnelles qui auraient pu se tenir au cours de la même année et qui malheureusement restent encore attendues. Ce processus étant en cours, je voudrais exhorter l'ensemble des structures membres de la centrale à maintenir le cap et à se mobiliser davantage pour que le moment venu, la CGSL Niger y sorte victorieuse et confirmer ainsi sa grande audience et sa présence active sur toute l'étendue du territoire national. Notons que c'est au total 30 organisations syndicales qui ont pris part à ce défilé de la CGSL Niger. Les 17 syndicats de la Confédération générale du travail CGT Niger ont également défilé devant quelques autorités dont le secrétaire général du ministère de la fonction publique et les autorités municipales. Le reportage est signé Jocelyne Amoussou et Hamad Sen. C'est la plus jeune des centrales syndicales, mais la première à organiser un défilé de 1er mai, l'année même de sa création en 2009. Et pour ses 5 ans d'existence, la Confédération générale du travail, CGT Niger, a mobilisé ses 17 syndicats. Occasion de jeter un regard sur la situation sociopolitique. Sur le plan politique, il importe de souligner les efforts investis dans la promotion de la bonne gouvernance et la relance de la croissance nationale. Du coup, le Niger paraît mieux dans le contexte des nations, pendant qu'à l'intérieur du pays, les chantiers de développement prennent forme. Cependant, s'il y a un domaine où les Nigériens restent encore sur leur faim, c'est bien celui de l'assainissement. Dans le monde du travail, la CGT relève les initiatives louables mises en œuvre pour améliorer les conditions de vie et de travail du plus grand nombre des agents et pour réduire les taux élevés de chômage qui frappent surtout la jeunesse. À ce titre, il faut souligner les recrutements massifs à la fonction publique des jeunes diplômés sans emploi, l'occupation des jeunes ruraux dans des activités à haute intensité de main-d'œuvre et la construction massive des classes en matériaux définitifs pour remplacer les classes en paillotes. Regard jeté aussi au plan international où terrorisme, récession économique sont mis en exergue et où la centrale reconnaît les efforts du gouvernement pour préserver le Niger. La CGT Niger note les efforts de tous les Nigériens à faire de notre pays une terre de démocratie, de paix et de sécurité dans un contexte sous-régional international récessif
et un climat sous-régional marqué par la résurgence du terrorisme transfrontalier et le trafic en tout genre. Il faut reconnaître que les plus hautes autorités du pays, en harmonie avec les différentes couches socio-professionnelles et politiques, ont su adopter la position stratégique qui sied aux événements qui surgissent et qui prennent des allures de priorité impérieuse sans mettre en péril notre commun destin. La Confédération Générale du Travail, CGT Niger, regroupe 17 syndicats, dont le Syndicat National des Travailleurs de l'Information et de la Communication, des métiers de la musique, les travailleurs de la mairie et les conducteurs de taxi, entre autres. À l'occasion de la fête du 1er mai 2014, l'Union démocratique des travailleurs du Niger, UDTN, a organisé un défilé du rond-point Mairie-Garage au rond-point Barré. Occasion pour cette centrale de faire le bilan syndical de l'année écoulée et de dégager des perspectives d'action visant le bien-être du travailleur. Compte rendu Ismaël Daouda et Hamidou Abdellah. Grande mobilisation de l'Union démocratique des travailleurs du Niger, UDTN, en ce jour 1er mai, fête du travail consacrant la commémoration du 128e anniversaire du martyre des ouvriers de Chicago. Les militantes et militants de cette centrale se sont fait remarquer du rond-point Mairie-Garage au rond-point Barré, où plusieurs invités les attendent, y compris le représentant du ministère de l'Éducation, le secrétaire général du ministère du Tourisme, le représentant du ministère de la Formation professionnelle. Le moment est donc pour l'UDTN de faire le bilan syndical de l'année écoulée et de dégager des perspectives d'action visant le bien-être des travailleurs. Les acquis enregistrés jusqu'à là sont loin de répondre aux attentes des travailleurs, car leurs conditions de vie et de travail se sont dégradées à cause de la cherté de la vie. C'est pourquoi l'UDTN demande au deuxième gouvernement de la 7e République la multiplication des points de vente des produits de première nécessité, l'invite à l'observation stricte de neutralité dans les actions syndicales et lui demande de créer des conditions pour l'ouverture des négociations avec l'ensemble des centrales syndicales. Honorables invités, mesdames et messieurs, chers camarades, en ces jours mémorables pour les travailleurs nigériens et ceux du monde entier, nous réaffirmons au deuxième gouvernement de la 7e République que les exigences et les attentes de l'UDTN sont les suivantes. L'augmentation conséquente des salaires tenant compte du coût de la vie à travers l'harmonisation de la grille des primes et indemnités. Le paiement à terme échu des pécules des contractuels. Le recrutement de tous les contractuels à la fonction publique, le règlement définitif de la question du spécial A et B, la réduction conséquente de taux de l'UTS, la réduction du prix du litre d'essence à la pompe, l'élaboration et l'adoption d'une politique de logements sociaux, le parachèvement du paiement des arriérés et des incidences financières liées aux avancements et réclassements, la refondation de tous les curricula afin de les adapter aux exigences du moment. Cette fête de travail a été aussi l'occasion pour l'UDTN de saluer les actions entreprises par les autorités de la 7e République pour le bien-être de la population en général et des travailleurs en particulier. Vous suivrez donc les détails des différents défilés organisés ce matin à Niamey par les centrales syndicats juste après les journaux en langue. La Loterie nationale du Niger a fêté le 1er mai avec ses revendeuses un déjeuner organisé dans le but de créer un cadre convivial avec cette force de vente de la Loterie nationale. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis à l'occasion de la fête du 1er mai, le bureau exécutif du syndicat national des agents des douanes, SNAD, a organisé une journée de réflexion pour passer en revue les conditions de vie et de travail des agents des douanes, mais aussi de dégager des perspectives d'avenir pour une amélioration constante des conditions de vie des travailleurs. C'était en présence du ministre des Finances et du directeur de cabinet du président de la République. Compte rendu Sekinat Abdou et Issoufou Suleiman. C'est par ces sketchs de sensibilisation à l'endroit des commerçants importateurs sur les risques de la fraude qu'a débuté cette cérémonie organisée par le syndicat national des agents des douanes.
Une cérémonie qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la fête du travail et qui a pour but de passer en revue les conditions de vie et de travail, mais aussi de dégager des perspectives d'avenir pour la bonne marche de leur structure syndicale. Au plan moral, les résultats attendus de nos services, pour ne pas dire de nous-mêmes, requièrent, outre le soutien de la hiérarchie, mais également la protection nécessaire dans l'exécution de nos tâches quotidiennes. Notre projet de construction de logements sociaux représente un enjeu extrêmement important. Je profite de cette tribune pour parler de nos revendications ici du dernier congrès du SNAT tenu les 26, 27 et 28 décembre 2012. Si la première résolution portant sur la sécurité et la protection des agents des douanes a connu une satisfaction, celle portant sur les moyens de service n'est pas définitivement réglée. Nous réitérons notre exigence de mettre fin au contrat reliant la société d'inspection Cotecna à notre pays. Quant à la question des journées de réflexion, un comité de réflexion a été créé à votre soin et qui doit vous soumettre très rapidement ses propositions. Ces journées sont importantes pour nous. Le ministre des Finances a rassuré les agents des douanes quant à la prise en compte de leurs doléances. Je reste ouvert au dialogue constructif sur ces sujets, comme sur n'importe quel autre sujet, pourvu que mes interlocuteurs sachent raison garder, en distinguant nettement le domaine du possible et le royaume de l'utopie. S'agissant des APE, je peux vous dire que je suis disposé et très ouvert à un débat sur ce sujet. Mon métier de base antérieur me prédispose à avoir une oreille plutôt attentive aux doléances émanant de la maison que je crois avoir servi loyalement et que j'entends aider au mieux de mes capacités pour qu'elle réunisse les conditions d'un travail efficace et bénéfique à la fois pour la nation nigérienne et pour ses agents. Le ministre a ensuite ajouté que 44 cartes seront offertes bientôt à l'administration des douanes pour un coût global de 1,160 607 000 francs CFA. La République fédérale du Nigeria a fait part de la mise en route immédiate de 10 4x4 pour renforcer les parcs automobiles des services douaniers. Hier, à la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat du Niger, le directeur général des douanes du Nigeria a rencontré les opérateurs économiques de notre pays. Les échanges commerciaux entre nos deux États ont été au centre de la rencontre. On écoute le président de la CCAIN, Sidi Mohamed, très satisfait à l'issue de la rencontre. Dire que vraiment on est très satisfait d'abord qu'on ait la visite du directeur général des douanes du Nigeria dans le cadre des échanges qu'ils ont eu avec la direction générale des douanes du Niger. Et ils ont eu la courtoisie de passer nous voir pour nous expliquer un peu comment sous la modernisation qu'a subi toute la douane au niveau du Nigeria. Et surtout aussi nous avons discuté d'un certain nombre de points qui concernent les transits des marchandises en transit pour le Niger. Et nous avons d'ailleurs été agréablement surpris parce qu'il nous a dit les réformes qu'ils ont eu à faire au Nigeria. Et aujourd'hui, en tout cas selon toute vraisemblance, les produits qui doivent être destinés au Niger, s'ils passent au Nigeria, je crois que nous allons avoir des facilités et il a pris l'engagement en tout cas qu'aucun frais n'est pris sur les marchandises en transit qui seront en transit sur le Niger. Et ces marchandises aussi, pour des questions de sécurité, seront toujours accompagnées par des escortes qui vont le faire jusqu'à les douanes nigériennes. Et je crois que dans le cadre de la diversification des ports et des sources de ravitaillement pour le Niger, c'est une très bonne chose pour nous. Vous savez que nous avons eu quelques problèmes avec certains ports de la sous-région. Et je crois qu'aujourd'hui, en ayant eu toutes les informations sur les formalités ou sur les dispositions que les douanes du Nigeria ont prises au niveau de l'aéroport, nous pouvons dire que nous avons en tout cas très bientôt sollicité cette voie parce que les commerçants ont été vraiment impressionnés par les dispositifs qui ont été pris et surtout les conditions de travail qu'on peut leur offrir au Nigeria. Et je crois que bon, vous avez toute la zone de la région des Maradi, Zander et autres. C'est des régions qui sont très proches du Nigeria. Je crois que si leurs marchandises peuvent arriver facilement du Nigeria, je crois que nous aurons des coûts d'approche qui vont réduire les coûts et cela nous permettra d'amener des marchandises à moindre coût pour nos populations. Le président de la Commission nationale pour la collecte et le contrôle des armes illicites, le général Issoufa Maïga, a procédé le 29 avril dernier à Tintabaradan au lancement d'une campagne de sensibilisation et de mobilisation des populations en vue de la récupération des armes détenues de façon illicite. C'était en présence du gouverneur de la région de Tawa, Barmo Salifou, compte rendu Mohamed El Mokhtar et Yazir Rabiou. Ce lancement a été effectué à l'occasion d'une grande rencontre à la place de la Concorde de Tintabaraden. Au cours de cette rencontre, le maire de la commune urbaine
à prononcer un mot de bienvenue à la mission de la CNCCAI et particulièrement à son président, le général Youssoufa Maïga. Même chose par le gouverneur de la région de Tawa, Barmo Salifou, qui a souligné l'importance de cette mission au regard des événements qui se déroulent dans certains pays voisins et qui fragilisent même les fondements de ces États. Car, a ajouté le gouverneur, la circulation et la détention des armes illicites par les personnes et les groupes non autorisés constituent des sources de sécurité permanente pour les personnes et leurs biens. Occasion pour Barmo Salifou de se réjouir des efforts inlassables des autorités de la 7e République en vue de l'éradication totale du phénomène. D'où la mise en place d'une commission nationale pour la collecte et le contrôle des armes illicites, CNCCAI. Avant de terminer son propos, le gouverneur de la région de Tawa a mis à l'actif de la CNCCAI et la haute autorité à la consolidation de la paix des remises volontaires d'armes effectuées en 2012 à Taris Sedet et Tedro. Pour en savoir plus sur l'objet de la présente campagne, je vous propose de suivre le président de la Commission nationale pour la collecte et le contrôle des armes illicites, le général Youssoufa Maïga. La mission que j'ai l'honneur de diriger s'intègre dans le cadre de l'apport de ma structure, c'est-à-dire la Commission nationale pour le contrôle et la collecte des armes illicites, à la sécurisation de notre pays, le Niger. Elle vise spécifiquement à la sensibilisation de nos laborieuses populations sur les dangers de la prolifération des armes légères et de petit calibre et à la détention de celles-ci. Vous n'êtes pas sans savoir que le Niger, notre pays, est en proie aux défis sécuritaires et à la menace sécuritaire, conséquence des crises passées et présentes dans certains pays de notre voisinage immédiat. À cela, il faut ajouter le phénomène terroriste d'AQMI, de Boko Haram et les trafics de tout genre. La mission que je dirige cadre parfaitement avec les vôtres, celle de sensibiliser la population à la remise volontaire des armes illicites et à la compréhension que seul l'État a le monopole de la violence. Je ferme les guillemets. Je suis donc ici avec vous et parmi vous pour vous demander de nous aider à juguler le phénomène de la circulation et de la détention d'armes illicites. Je suis venu dans le cadre de cette mission dont Kintabaraden constitue l'étape de lancement au titre donc, de la région administrative de Tawa. Je suis également venu dans le cadre de cette même mission pour transmettre aux vaillantes populations de la région administrative de Tawa le message de paix de son Excellence le Président de la République et sa volonté de sécuriser les personnes et leurs biens sur l'ensemble du territoire national, particulièrement les populations vivant dans le voisinage de conflits armés. Je vous demande une fois encore une franche collaboration avec les forces de défense et de sécurité en contribuant à leur faciliter leurs tâches dans leur mission quotidienne régalienne. À Agadez, la situation des migrants au centre d'une réunion de réflexion présidée hier mercredi par le gouverneur de la région, le colonel-major Garba Maikido. Au terme des travaux, les participants ont formulé des recommandations tendant à juguler le phénomène de migration clandestine. Compte rendu Mohamed Madou et Mariko Ibrahim. Dans la région d'Agadez, la lancinante question des migrants en transit devient une source de préoccupation constante pour les autorités régionales. Ce phénomène aux dimensions transfrontalières prend de l'ampleur avec des tournures parfois dramatiques.
En témoignent les événements douloureux survenus fin octobre 2013 au nord d'Arlit, où, image poignante, 92 de nos compatriotes, en majorité des femmes et des enfants, avaient péri morts de soif dans le Sahara aux confins de la frontière nigéro-algérienne. La batterie de mesures préventives prises par les autorités gouvernementales suite à cette tragédie, notamment la fermeture des ghettos d'accueil et la multiplication des patrouilles mixtes des forces de défense et de sécurité, n'ont malheureusement pas émoussé l'ardeur des candidats à l'immigration clandestine. Ils sont encore nombreux, très nombreux, les Nigériens de deux sexes, à tenter contre vents et marées l'aventure de la traversée du désert au péril de leur vie. Selon les statistiques officielles, le département de Kanché, dans la région de Zender, détient le triste record en la matière. À titre illustratif, les postes de contrôle de la direction régionale de la police nationale d'Agadez ont intercepté de novembre 2013 à avril 2014 un effectif de 466 personnes, dont 298 enfants mineurs et 105 femmes en partance pour un pays voisin via Arlit. Du reste, une correspondance des autorités de ce pays adressée aux autorités du Niger faisait état de la présence massive des ressortissants nigériens s'adonnant à la mendicité et à d'autres pratiques préjudiciables à nos mœurs sur leur territoire. Face à cette situation persistante, le gouverneur d'Agadez, le colonel-major Garba Mekido, a convoqué mercredi une importante réunion d'échange pour débattre sans tabou de la problématique des migrants, une activité aux allures de traite de personnes. Le cadre de concertation instauré a regroupé tous les acteurs, à savoir autorités administratives, élus locaux, services techniques, forces de défense et de sécurité, organismes internationaux, justice, société civile, chefs traditionnels et religieux d'Agadez et d'Arlit. Objectif, réfléchir ensemble en vue de trouver des solutions à cet épineux problème dont les enfants mineurs sont les victimes innocentes. À l'ouverture des travaux, tous les intervenants ont déploré ce trafic et fustigé le comportement de ses auteurs, directs ou indirects. Le gouverneur Garba Mekido, l'honorable sultan de l'Aïr Oumarou El Haji Ibrahim Oumarou, les préfets et maires ont lancé un véritable cri d'alarme pour arrêter cette hémorragie d'une frange non négligeable de la population nigérienne. Les participants à la réunion préconisent une synergie d'action interrégionale afin de venir à bout de l'immigration clandestine en attaquant surtout le mal à sa racine. Les participants à la réunion de réflexion sur la situation des migrants de la région d'Agadez ont par ailleurs formulé un certain nombre de recommandations tendant à enrayer le fléau. La teneur. La création et l'accompagnement de 3 comités de coordination à Agadez, Arlit et Zender sous la supervision du ministère de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant et de l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes. L'organisation d'un forum interrégional de réflexion sur la traite des personnes à Kanché. La création de structures d'accueil des enfants à Agadez et à Arlit. La réhabilitation et l'extension des maisons d'arrêt d'Agadez et d'Arlit pour qu'elles répondent mieux aux normes en vigueur. La réhabilitation du centre d'accueil des mineurs de la Direction régionale de la population, de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant d'Agadez. L'organisation des activités de sensibilisation des populations sur les risques de la migration clandestine et la traite des personnes dans le département du Kanché en étroite collaboration avec le comité de coordination. Le développement du projet d'autonomisation AGR pour les femmes dans le département du Kanché afin que les enfants soient moins exposés aux risques d'exploitation. La révision des textes juridiques sur la traite des personnes. La réunion. Le gouverneur de la région de Dosso a effectué une visite au centre de la mère et de l'enfant mis en service tout récemment pour vérifier l'effectivité de son fonctionnement. Salamatou Adamou et Habibou Garba pour le compte rendu. Les centres de la mère et de l'enfant de la région de Dosso, équipés et mis en service tout récemment, le premier d'ailleurs parmi tous les 8 centres du pays, a reçu la visite du gouverneur Seydou Zatou Ali qui est allé vérifier l'effectivité de son fonctionnement. Ainsi, le gouverneur guidé par le directeur de ces centres, Dr Abdou Maman, a visité tour à tour tous les services de ces centres, de la perception à la future salle d'aiguillage, du bloc opératoire à la salle de stérilisation des champs chirurgicaux, passant ensuite de la salle de travail à la salle d'accouchement, du laboratoire à la radiologie, continuant ses visites à la pédiatrie, la pharmacie, puis la morgue. Partout où il est passé, les explications claires lui ont été fournies sur l'accueil et la prise en charge des patients, la situation du personnel, la disponibilité et la performance du matériel, l'entretien des équipements. Globalement, tout démarre bien, comme le confirme ici le gouverneur. Nous sommes transportés au niveau du centre de mère-enfant également pour voir
l'effectivité du fonctionnement de ce centre qui a été ouvert, comme vous le savez, tout récemment, je crois que c'était le 7 avril, avec l'arrivée de la première dame, Dr Malika, de la région. Donc le centre a été ouvert et il est fonctionnel. Donc nous sommes partis pour nous rendre compte de l'effectivité de ce fonctionnement-là. Bon, effectivement, tout début ne manque pas de problèmes. Nous avons constaté quelques problèmes légers qu'on va très bientôt solutionner, Inch'Allah, au niveau de la région, en collaboration avec les ministères concernés. Et ensuite, nous sommes venus à l'hôpital pour rendre visite aux blessés de l'accident d'une compagnie de transport qui a eu un accident sur la route de Gaïa où il y a eu des blessés plus ou moins légers parce qu'il y a eu plus de peur que de mal. Et nous avons trouvé hier au moment de l'accident, il y avait 25 blessés qu'on a amenés et maintenant nous avons trouvé 3 dont un blessé qui sera évacué sur Niamey. Les 2 autres sont en train de prendre un peu conscience et puis leur état de santé n'est pas tout à fait critique. Notons ici que certaines bonnes volontés ont déjà commencé à accompagner l'État dans ses efforts d'améliorer les conditions de santé des populations. C'est l'exemple du maire de la commune urbaine de Dosso, Idriss Issoufou, qui a doté ses centres d'esprit pour la pharmacie et la morgue et aussi affecté 2 agents auxiliaires de la mairie pour servir en qualité de manœuvre. Une initiative à saluer et surtout à imiter. Précisons que les services de la maternité et de la pédiatrie du centre hospitalier régional de Dosso sont définitivement transférés dans ce nouveau centre, conçu spécialement pour prendre en charge la mère et l'enfant avec une grande attention pour le bien-être de la famille et de la communauté tout entière. Région de Dosso.